Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité est Jean-Hervé Lorenzi, il est président du Cercle des économistes qui organise la 16e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, une sorte de Davos d'Aix-en-Provence à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, autour du thème « Quel est le rôle des États dans un monde globalisé ? Quelle place la France peut-elle prendre ?» Plus de 200 intervenants, dont les ministres Michel Sapin, Emmanuel Macron, la patronne du FMI, Christine Lagarde, et des économistes, des patrons. Les débats seront visibles en direct sur Internet sur www.lesrencontreséconomiques.fr. Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai que ce thème, dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays ? Eh bien, on peut dire qu'il tombe à pic avec le Brexit. Il tombe à pic, ou plus exactement, c'est le Brexit qui, au fond, justifie la perception qu'on a depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, c'est que on rentre dans une nouvelle phase de mondialisation. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle va s'arrêter, mais les rôles respectifs des grandes institutions internationales et des pays sont en train de se modifier avec un retour, d'une manière ou d'une autre, selon les pays, de l'importance de chacun d'entre eux. Alors, on le voit à travers le Brexit, c'est-à-dire que... C'est un retour des égoïsmes, quelque part ? Moi, je ne sais pas si c'est égoïsme. Je pense que chacun doit vivre sa vie comme il l'entend. Et cette idée qu'on est égoïste parce qu'au fond, on défend un territoire, quel qu'il soit, que ce soit une province, une région, un pays, me paraît, au fond, pas justifié. Les Anglais ont décidé, les Britanniques, justement, ont décidé... Ils choisissent tout de même d'être seuls face à la mondialisation, là, les Britanniques. Oui, enfin, ils sont le cœur de la mondialisation. Ces pays, plus exactement, sont en réalité l'expression parfaite de ce qu'ils sont d'ailleurs depuis un siècle et demi, c'est-à-dire capables d'avoir des échanges, d'avoir des diffusions de production dans le monde entier, bien plus que nous. Donc c'est un très grand pays international, avec la langue qui est la langue internationale, avec une conception des choses internationales. Souvenez-vous, HSBC qui voulait mettre, qui est vraiment une belle banque britannique, voulait installer son siège à Hong Kong. Donc pour eux c'est naturel. Alors bon, ils ont choisi cette voie-là. C'est une décision politique qui a un impact énorme dans l'ensemble de l'Union européenne, économique et politique. C'est en ça que c'est intéressant d'ailleurs ce thème. C'est très intéressant. Permettez-moi juste sur le Brexit d'avoir juste quelques observations. La première, c'est que sur un plan économique, dans les arguments qui ont été échangés de part et d'autre, on a quand même sorti beaucoup de bêtises. Là, ceux qui voulaient le Brexit, il y avait un afflux d'immigrés, on a l'impression que c'était l'horreur des horreurs. Et la campagne était très violente. Et du côté de ceux qui souhaitaient rester en Europe, on avait l'impression que le Brexit, le lendemain matin, c'est-à-dire avant-hier, l'économie britannique s'effondrait. Tout ça, évidemment, était très excessif. C'est très important parce que éventuellement, ça permet au débat européen de redémarrer sur une base plus saine que sur quelle base ? Sur l'idée que l'Europe telle qu'on l'a conçue à 28, ça marche pas. Donc il faut essayer de rebâtir le dispositif. Peut-être une union européenne, les 28 ou 27 désormais, qui serait très centrée sur les problèmes de sécurité, sur des problèmes peut-être culturels, et puis une zone euro qui soit plus recentrée sur les problèmes économiques. Donc un affichage d'une Europe à plusieurs vitesses, peut-être plus clair ? En tout cas, c'est une position. En tout cas, c'est la mienne. Mais dans cette affaire, ce sera là-dessus que la discussion va porter, si elle débouche. Deuxième sujet, vous allez voir les Britanniques à la manœuvre. Ce sont d'incroyables négociateurs. Bon, ils l'ont montré déjà depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne. Et je ne suis pas sûr, je fais partie de ceux qui pensent que on va se faire rouler par les Britanniques, c'est ça que vous voulez dire ? En tout cas, ils vont entamer la négociation. On voit déjà qu'ils ont démarré cette incertitude sur la date où ça va démarrer. Ça va durer des années. L'utilisation du fameux article 50 qui leur permet de sortir. Hein. Qui leur permet, mais quand déclencheront-ils le dispositif ? Ça, personne ne le sait. Et on verra donc qu'ils vont, quoi qu'il arrive, dedans ou dehors, plus exactement dehors ou éventuellement dedans, restant, ils vont renégocier sur l'ensemble de ce qui les intéresse. Alors, est-ce qu'il y a eu un choc, enfin, disons même un conflit de génération ? Parce que finalement, les jeunes Britanniques étaient pour le in, mais ne se sont pas déplacés. Les plus âgés, en revanche, étaient pour le out, donc pour le Brexit, et eux se sont déplacés. Est-ce qu'on est dans un conflit de génération ? Je sais que vous voulez justement que le thème de la jeunesse soit évoqué à Aix-en-Provence. Oui, bien entendu que
la jeunesse est toujours, en Grande-Bretagne comme ailleurs, plus sensible à l'idée que le monde est à eux. Et c'est formidable. Donc les frontières ont beaucoup moins d'importance. Et quand on devient plus vieux, on est plus attaché à ses racines. Donc au fond, c'est un phénomène assez banal tout ça. Mais lourd en conséquence. Je rappelle que notre beau pays, que nous aimons tant, a quand même voté à 55% contre le traité. Donc il y a quand même un problème. Il n'y a eu aucune conséquence derrière, Jean Hervé. Oui, je suis donc, mon espoir, c'est que... Il n'y a aucune conséquence après le Brexit, après le choix. Qu'on entame une vraie discussion en Europe sur la manière dont on peut organiser les choses de façon à ce que les gens soient contents. Parce qu'en fin de parcours, pourquoi est-ce qu'on fait de la politique? On ne fait pas de la politique parce que vous et moi, les économistes, les grands journalistes, tout ça, décident que, tout simplement pour que les gens aient le sentiment qu'ils sont contents. Alors qui doit décider? Est-ce qu'il faut faire des référendums pour donner la voix au peuple? C'est cela dont on parle. Est-ce que ça doit être du côté des leaders politiques qui sont tout de même installés depuis un certain temps? Ils pourraient parler d'Europe depuis longtemps. Oui, alors vous avez vu qu'on est mal parti, ou 3 jours. On est mal parti. Voilà. On est très mal parti, mais bon. Donc il faut faire des référendums. Alors Marine Le Pen demande un référendum en France. Les Écossais, évidemment, veulent rester dans l'Union européenne. Donc là aussi, il s'agit de mettre peut-être en place un référendum. Les Néerlandais également pourraient mettre en place un référendum. Je pense que si vous demandiez aujourd'hui à des populations... Alors l'idée de dire qu'ils sont mal informés, qui votent pour d'autres choses. C'est toujours les arguments de, au fond, on croit ou non à la démocratie, et lorsque l'on analyse de très près un vote, quel qu'il soit, on s'aperçoit, les Allemands avaient voté, je rappelle, en 1933 pour l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc, je veux dire, c'est la vie, ça, c'est la démocratie, la vie, mais c'est pas risqué. Oui, à ce moment-là, on ne fait pas de démocratie. Je veux dire, il faut faire très très attention. Il faut la limiter dans ses éventuels excès, en tout cas dans les décisions qu'elle peut prendre. Mais après, on accepte les termes d'un vote. Et donc, c'est ce que nous allons faire parce que, pour revenir un instant à Aix, on va d'abord essayer de revoir qu'est-ce que c'est qu'un pays aujourd'hui, bien au-delà de l'affaire du Brexit. Le samedi, on va développer 5 parcours qui vont essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un pays qui marche bien. Pas un pays idéal, ça n'existe pas. Vous m'en citez un qui marche, un pays qui marche bien pas facile, pas facile. On recherche toujours. On recherche. D'abord, ce serait, en dévoiler un, reconnaissez que pour l'organisateur de l'événement d'Aix, ce serait malvenu et bien mal élevé par rapport aux gens qui vont réfléchir. Et le dimanche, on va essayer de réfléchir à la manière dont la coopération mondiale, européenne, par grands blocs, peut permettre, au fond, de... Donc vous croyez encore en la coopération? Parce que ça, c'était le grand mot, nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, on voit qu'on vient plutôt vers la désintégration. Non, je pense que en Europe. En Europe et dans le monde. Hein. Je rappelle que les banquiers centraux ne s'entendent pas entre eux, qu'on a... Et encore, les banques centrales font des efforts pour se coordonner, pour faire en sorte qu'il y ait des liquidités. Oui, enfin, ils s'entendent sur le fait de le faire chacun de son côté. Non, il y a un mouvement majeur dans le monde qui est celui d'un désordre. Certains diraient que d'un chaos, la chute du mur de Berlin. Donc l'espoir de cette coopération, de ce nouvel ordre mondial dont on a beaucoup parlé, c'est terminé. En tous les cas, on part sur une autre stratégie, une autre vision. Et puis on termine sur la France, on est à 8 mois des élections présidentielles, et on va s'interroger sur le fait de savoir, dans ce désordre, quel est le rôle de la France? Comment on peut se débrouiller? On est dans une situation... Quel est-il? 3% du PIB mondial dans 10 ans. Dans 10 ans, la France. Oui, on verra bien. Moi, je ne sais pas. Vous savez, je suis un économiste. J'ai passé tellement de temps à observer les erreurs des économistes. On peut être une petite nation riche et prospère. Mais on ne sera pas une petite nation. On n'est pas une petite nation. On est une nation qui a un poids... Vous voyez, en proportion, prenez la Suède. La Suède, c'est le quart de la France et c'est un grand pays qui a en réalité donné à l'Europe, à l'époque, vous vous souvenez, la social-démocratie, une sorte de modèle, parce que c'est un pays qui, au fond, portait des valeurs assez originales. Nous sommes un pays qui a une culture qui est quand même, en réalité, très importante. On l'a vu dans les événements tragiques de l'année dernière, enfin de cette année, mais début d'année. Et donc, je pense que nous ne sommes pas condamnés à être au déclin, comme certains le disent, mais à nous de jouer intelligemment cette affaire. Et le monde réel tel qu'il va se développer, en jouant notre rôle, d'être plutôt des initiateurs de coopération, d'intelligence dans les rapports entre les relations, de fondateurs de l'Europe, mais dans des projets qui soient réalistes et intelligents.
Alors, les entreprises n'avaient pas vraiment anticipé le Brexit parce qu'elles se manifestent depuis 3 jours. Le secteur aérien du low-cost est dans tous ses états parce qu'en fait, ils subissent à la fois la chute de la livre sterling, chute du pouvoir d'achat. Et puis, bon, il y a ce fameux marché unique aérien. Et là, on parle du secteur de l'aérien, mais il y a également dans le nucléaire. EDF a un accord, a priori, avec Hinkley Point, donc aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises? Alors, vous voulez mon opinion directe? Rien. Mais il ne va rien se passer. Alors pourquoi tire-t-il la sonnette d'alarme, Jean-Hervé? Parce que depuis, je vous rappelle que... On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. La livre a dévissé, les marchés sont dans tous leurs états. Non, il se passe 2 sujets qui sont plutôt de nature financière. Une dévaluation de la livre qui... dans la réalité, va pousser les exportations et les importations. Et vous allez être très heureuse d'aller faire vos soldes à Londres. Et vous verrez que ceci a des aspects... Vous êtes moins heureux sur la facture du pétrole, par exemple. Vous voyez, enfin pour eux. C'est à double tranchant. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, chacun porte sa peine. Ils ont souhaité faire ceci, ben voilà. Deuxième aspect, les marchés financiers, tant que l'affaire et le processus européen n'est pas clairement, au fond, défini, les marchés souffriront. Mais l'économie mondiale ne va pas s'arrêter parce que, en réalité, ils vont rester évidemment dans le marché unique. Mais bien entendu... Ça a coûté, on parle de 2 points de croissance pour le Royaume-Uni, peut-être 1 ou 2 points de croissance pour la zone euro. Eh bien, vous voyez, ça me rend, moi qui fais de l'économie depuis 40 ans, quand j'entends des stupidités pareilles, je me dis... Oui, mais personne n'en sait rien. Je veux dire, comment... Vous ça pourrait nous coûter plus cher encore, ou moins cher. Ça peut être plus cher ou moins cher. Vous vous souvenez de ce qu'on avait raconté au moment de l'affaire de la Grèce? Le monde entier, la Grèce, c'était trois départements français. Le monde entier allait s'effondrer à cause de la Grèce. Vous vous en souvenez? Et puis finalement, il ne s'est rien passé du tout. Donc on a, sauf des 14 sommets européens, ça fait marcher on rentre dans le monde de l'incertitude, en tout cas, vous l'avez dit. Donc, attendez, alors vous pouvez être positif ou négatif. Moi, je suis l'incertitude est profonde. L'incertitude mondiale est profonde. Le ralentissement de l'économie mondiale est fort. Le problème de la Chine, si vous avez un problème financier chinois, alors là, ça va être un véritable problème. Donc un monde plus complexe, beaucoup d'incertitudes. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.